L'information de 23 h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Fin du statut de réfugié des Ivoiriens le 30 juin prochain. Le vice-président Tiemoko Meïlie Koné rencontre le HCR, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à quelques jours de la mise en exécution de cette clause de cessation. Les progrès de la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation ont été évoqués. Développement de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre pose la première pierre d'un centre de formation au métier des énergies. 6,5 milliards de francs CFA sont investis pour répondre aux besoins de ressources humaines compétentes en matière d'énergie renouvelable. Et saison des pluies, début de saison, déjà 8 victimes dans le district d'Abidjan. L'alerte est donnée sur les zones à risque identifiées, le déguerpissement s'impose. C'est le sujet du dossier Vidici et c'est à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23 h. Fin du statut de réfugié des Ivoiriens. Le vice-président Meïlie Tiemoko Koné recevait dans ce cadre ce vendredi Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La clause de sécession prendra effet à compter du 30 juin prochain. Il s'agissait lors de cette rencontre d'évoquer les progrès de la Côte d'Ivoire pour la marche vers la paix et la réconciliation. Suivons le point de cette rencontre avec Viviane Aima. Le lundi 20 juin sera célébrée la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Côte d'Ivoire sera honorée par les Nations Unies pour avoir réussi à ramener sur son sol ses fils et filles réfugiés à l'extérieur suite aux différentes crises qu'elle a connues au cours des 20 dernières années. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé jeudi à Abidjan pour cette célébration. Il s'est entretenu ce vendredi avec le vice-président de la République, Koné Tiemoko Meïlie, au palais présidentiel. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une importante annonce qui marque la reconnaissance par la communauté internationale des efforts de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien. Le statut de réfugié ne sera plus attribué ni reconnu à une personne de nationalité ivoirienne se trouvant hors des frontières de son pays. Dans quelques jours, le 30 juin, c'est la date à laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les gouvernements des pays qui ont hébergé les réfugiés ivoiriens pendant très longtemps et le HCR se sont mis d'accord pour déclarer ce qu'on appelle en jargon technique la clause de cessation des réfugiés ivoiriens. C'est une date historique, je pense surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe, j'allais dire un symbole, mais en fait c'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc, pour nous, au HCR, c'est aussi une occasion de féliciter la Côte d'Ivoire de ce grand succès qu'on va célébrer lundi. Et on va le faire le jour où on observe la Journée mondiale des réfugiés, c'est symbolique, dans un monde où il y a 100 millions de personnes qui sont réfugiées et déplacées, et ce nombre augmente chaque année, et avec l'Ukraine et toutes les crises que vous connaissez, ça a augmenté encore plus cette année. On va célébrer, on va parler de quelque chose qui est le contraire de la crise, la solution d'une crise. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va être la protagoniste de tout cela. J'en félicite beaucoup le président de la République, j'espère pouvoir le faire personnellement lundi, et le peuple ivoirien, parce que c'est son succès, c'est son futur, c'est son bien-être qu'on célèbre aussi. Et j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde conjointement dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises qui nous affectent, qui nous impactent, qui impactent des millions de personnes.
Donc je souhaite que ça soit aussi un message d'exemple pour toutes les autres situations de crise où les solutions sont difficiles à trouver. Le message est, c'est possible de le faire si on travaille ensemble. La Côte d'Ivoire citait en exemple la politique de réconciliation nationale menée par le gouvernement ivoirien a favorisé le retour au pays de la grande majorité des exilés politiques ainsi que des réfugiés civils. Voilà donc la fin du statut de réfugié des Ivoiriens prononcé par les Nations Unies le 30 juin prochain. C'est un grand pas pour la Côte d'Ivoire. Le HCR, toujours aux côtés des autorités ivoiriennes, contribue au retour définitif des exilés de la crise post-électorale de 2011. Et comme action pour encourager ces retours, de la remise de passeports, 187 Ivoiriens réfugiés au Togo ont reçu leur passeport gratuitement à Lomé. Suivons ce point de notre envoyé spécial à Lomé, Kader Sogodogo. Lomé Aveposo Tropicana, camp de réfugiés ivoiriens à une trentaine de kilomètres de la frontière entre le Togo et le Bénin. La délégation ivoirienne conduite par Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est accueillie dans la joie par des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis 11 années. À son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à ramener au pays tous ses compatriotes qui ont dû s'exiler suite à la crise post-électorale. Une vision partagée par le Haut Commissariat des réfugiés HCR. Ainsi, sur financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR, les réfugiés reçoivent gratuitement leur passeport. Ils pourront rentrer calmement au pays ou résider dans leur pays d'accueil en toute régularité. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ces désormais ex-réfugiés. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. Le HCR apprécie l'engagement du gouvernement ivoirien. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire, pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La mère patrie ouvrira toujours ses bras à tous ses enfants, sans exception. À ceux qui hésitent encore à regagner notre pays, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend pour prendre votre part dans son développement. Bien de leaders, n'est-ce pas, sont rentrés ou sont en train de rentrer au pays aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a un climat de paix, un climat de sécurité, mais un climat de développement qui est en cours depuis 2011. À Aveposo Tropicana, on se sent désormais plus que jamais ivoirien. Ouayo, Mapuka, symbole culturel, des notes de joie pour la fête. Voilà, donc en 2011, on comptait 300 000 réfugiés ivoiriens et à ce jour, 280 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Se restant hors du pays ont pour la plupart opté pour l'intégration dans leur pays d'accueil. Certains ont bien voulu se confier sur les raisons de ce choix de vie. On regarde. La crise post-électorale de 2010-2011 aura contraint 300 000 Ivoiriens à se réfugier à travers le monde. Dès sa prestation de serment, le président de la République, Alassane Ouattara, allait prendre les choses en main pour amener au bercail tous ces Ivoiriens partis. L'engouement du Haut Commissariat des réfugiés HCR ne s'est pas fait attendre face à ces dispositions des autorités ivoiriennes. Des retours massifs sont organisés. À ce jour, l'on note 280 000 Ivoiriens qui ont regagné le pays. Les 15% restants, pour d'autres raisons, ont choisi de vivre dans leur pays d'accueil. Au Togo, dans le camp de réfugiés ivoiriens de Aveposo Tropicana, ils ont reçu leur passeport gratuitement. Mais le retour ne sera pas pour maintenant. Commerce et autres activités professionnelles les éloignent encore de la mère patrie. J'ai eu la chance de m'investir ici, de m'ingérer dans le circuit économique ici, d'avoir un petit travail pour pouvoir nourrir ma famille et tout. Ça va très bien ici. Voilà.
L'État togolais nous a offert tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous en sortir ici. Et on s'est installé, on a formé une famille, on s'est intégré et ça va bien ici. Avec tous les Togolais, on est à l'aise ici. Réconciliation nationale, émergence, autonomisation des jeunes et des femmes. La Côte d'Ivoire revient de loin. Les efforts consentis par le président de la République sont sus et salués par les Ivoiriens désormais établis hors du pays. Ici au Togo, je me débrouille au marché de Sikame. Sinon, j'exerce dans le métier de football. J'aime la Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire, c'est ma nation. J'aime encore ma nation, ma patrie. Voilà. Et puis surtout, je remercie le président Alassane Dramane Ouattara qui fait tout pour faire la réconciliation, envoyer la paix encore. Jamais oublié la Côte d'Ivoire. J'ai toujours eu un esprit sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je remercie le président Alassane Dramane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour qu'on puisse rentrer dans de bonnes conditions. Et ça nous donne la paix quand même de pouvoir. Nous sommes des jeunes. Si nous avons de bons dirigeants qui nous réservent un bon climat sur le plan politique, nous pouvons investir, nous pouvons mettre nos ambitions en jeu, nos rêves en jeu pour pouvoir réaliser aussi nos vies. Il faudra surtout être des modèles dans ce pays d'accueil. Chers frères ivoiriens, vous qui recevez aujourd'hui le passeport ivoirien pour une intégration réussie dans ce pays frère du Togo, je voudrais vous exhorter au respect des lois de ce pays et vous encourager à vivre en parfaite harmonie avec vos hôtes. La Côte d'Ivoire ne comptera plus de réfugiés à travers le monde dès le 30 juin 2022. Voilà, des Ivoiriens établis en toute légalité dans ces pays d'accueil. C'est un élément proposé par Kader Sogodogo. Ici à Abidjan, le vice-président de la Banque mondiale a été reçu par le Premier ministre Patrick Hachi. Une séance de travail à la primature portant sur les priorités que partagent le groupe Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Il s'agissait du renforcement du capital humain, la gouvernance, ainsi que le développement d'une économie inclusive dans le pays. Alexis Ouetraogo. Cette fin de semaine, à la primature, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, est reçu par le chef du gouvernement. Le groupe partage des priorités communes de développement. On a fait un large tour d'horizon de l'état de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire. Un partenariat qui se porte très bien, comme l'indique la taille de nos interventions ici en Côte d'Ivoire, avec un montant de plus de 4 milliards de dollars. Autre point clé, l'appui au secteur privé, aujourd'hui principal pourvoyeur d'emplois dans de nombreuses économies. Nous avons échangé également autour des opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui et voir comment on peut aider la Côte d'Ivoire à les saisir et à faire en sorte que la stabilité sur le plan macroéconomique, mais également sur le plan social, que le pays est en train de connaître puisse être renforcé. Le groupe de la Banque mondiale finance actuellement 29 projets actifs portant entre autres sur la relance de l'économie post-Covid, la lutte contre la déforestation, la production de cacao durable, le développement de la compétitivité de filières agricoles. Et le Premier ministre était aussi ce vendredi à Yopougon pour le lancement des travaux de construction d'un centre de formation au métier des énergies, un projet soutenu par le Royaume d'Espagne à coût de 6,5 milliards de francs CFA. Alexis Ouetraogo fait le point. À l'agenda du Premier ministre ce vendredi, une escale au lycée technique de Yopougon. Patrick Hachi vient lancer les travaux de construction d'un centre de formation au métier des énergies renouvelables. L'Espagne, pays leader de ce secteur, se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire. La construction et l'équipement d'un centre de formation professionnelle en énergie renouvelable au sein du lycée technique de Yopougon bénéficie d'un prêt de financement de 8 500 000 € obtenu à travers le Royaume d'Espagne et qui a été confié à l'entreprise espagnole Cercove Bauen. La construction du centre se veut réponse aux besoins en ressources humaines locales compétentes en matière d'énergie renouvelable. Pour le gouvernement, l'un des objectifs dans ce domaine est de mettre à la disposition du secteur productif un capital humain compétent devant contribuer à l'amélioration de sa productivité, mais aussi capable d'assurer la vitalité socio-économique et culturelle de notre pays. Les programmes envisagés concerneront
les métiers des énergies solaires, photovoltaïques, éoliennes et hydrauliques. Et la structure délivrera aussi des formations de courte durée dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Le centre devrait former plus de 500 jeunes chaque année. L'occasion pour Patrick Hachi d'inviter parents et élèves à s'approprier cette vision. Chers élèves, la formation professionnelle telle que définie par la vision 2030 est, j'en suis intimement convaincu, une opportunité exceptionnelle pour votre carrière professionnelle qu'il faut savoir saisir dès maintenant. Elle vous apprend un métier, vous donne des compétences clés dont notre économie aura besoin demain et après-demain, vous assurant ainsi emploi et vie décente. En outre, un accent tout particulier sera mis au cours de votre cursus ici sur la formation à l'entrepreneuriat, parce que vous regorgez d'idées, d'envie et d'initiatives qu'il faut savoir organiser, hiérarchiser, planifier pour réussir son aventure d'entrepreneur. C'est le 24 janvier dernier que le Premier ministre lançait à Yama les travaux de construction de 7 établissements de formation professionnelle, repartis sur l'ensemble du territoire pour une enveloppe globale de 146 milliards de francs CFA. Et voilà un centre de formation qui sera sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a d'ailleurs lancé ce vendredi la session 2022 des examens de fin d'année. 26 850 candidats sont inscrits. 86 centres de composition sont mobilisés sur le territoire du 20 juin au 1er juillet prochain pour les épreuves orales et écrites. Des précisions avec Issa Chonayeo. Du lundi 20 au vendredi 25 juin 2022 se dérouleront les épreuves orales et pratiques de l'enseignement professionnel et technique. La direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé ce vendredi ces examens au lycée professionnel et commercial de Yopougon. Les partenaires sociaux, vous avez non seulement œuvré à ce que l'année scolaire se termine sans grave perturbation, mais vous êtes encore à la tâche pour que les examens se passent sans bruit. Aux parents d'élèves, je voudrais saluer tous les efforts consentis dans l'encadrement de vos enfants durant toutes les années de formation. Dans ce dernier virage, vous devez continuer de les accompagner de vos prières afin qu'ils vous ramènent le sésame qui leur ouvrira les portes du travail. Quant à vous, chers apprenants, il ne vous reste plus qu'à garder la confiance en vous et à demeurer concentrés pour réussir ces examens dont les épreuves sont à votre portée. 26 850 candidats sont en liste cette année. Chers élèves et étudiants, je vous recommande d'aborder sereinement et en toute confiance les examens car vous avez travaillé avec sérieux tout au long de l'année. Je saisis cette occasion pour vous informer que l'un des projets innovants du ministère est axé sur la mobilité des meilleurs élèves et étudiants en direction des établissements partenaires de renom. Des possibilités seront données aux élèves et étudiants de poursuivre leurs études dans ces institutions partenaires. Les 26 850 candidats composeront dans 86 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. 48 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Après les oraux et les pratiques, les épreuves écrites démarreront le mardi 28 juin pour s'achever le 1er juillet 2022. La proclamation des résultats définitifs est prévue pour le jeudi 21 juillet 2022. Les épreuves physiques ont commencé depuis le 13 juin pour se terminer ce samedi 18 juin 2022. Voilà la formation, facteur de développement de capital humain, de croissance économique, et également de réduction du taux de pauvreté. Le gouvernement compte bien en user. Des projets de création de centres de formation professionnelle ont été présentés par le Millennium Challenge Corporation. 350 milliards de francs CFA sont mobilisés pour ces projets. Espérance Djakale et Lanciné Bakayoko. Plus de 350 milliards de francs CFA pour stimuler la croissance économique en Côte d'Ivoire en favorisant le rapprochement entre le secteur privé et le secteur public. C'est le montant de l'appel à partenariat signé entre le gouvernement et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. Les projets pris en compte par ce partenariat interviennent dans les secteurs tels que l'agro-industrie, le transport et les BTP.
Nous avons des projets de réhabilitation routière. À ça, nous avons associé des réformes politiques et institutionnelles et socio-économiques. Nous prévoyons construire des collèges de proximité dans le Béquet et San Pedro. Et je pense que ça rentre dans le cadre d'une stratégie que le gouvernement a eue de ramener l'école proche des gens, surtout en zone rurale. Donc, en travaillant ensemble, ces centres TVET vont répondre à deux dynamiques. Un, ce que veut le gouvernement dans sa stratégie de développement, et deux, ce que offre le secteur privé. Donc, moi, je pense que ça, c'est un modèle gagnant-gagnant. Conforme à la vision du gouvernement, ce partenariat s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Compact qui vise à améliorer la compétitivité du secteur privé ainsi que l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 4 entreprises dans le cadre du programme que nous avons avec le MCC. Et ces 4 entreprises portent sur 4 secteurs particuliers. Et l'objectif, justement, c'est de travailler avec ces 4 entreprises qui sont spécialistes de ces différents secteurs pour désigner des curriculums bien précis dans ces écoles-là pour que les étudiants qui aillent dans ces écoles puissent avoir une formation pratique, de sorte à ce qu'à la sortie, ils puissent avoir un emploi. Donc c'est un modèle que nous finançons grâce au MCC, mais que nous souhaitons repliquer dans plusieurs secteurs sur toute l'étendue du territoire. À terme, ce programme vise à améliorer les conditions de vie de plus de 11 millions d'Ivoiriens à travers les investissements dans les différents secteurs d'activité. Parlons à présent de collaboration entre institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale était ce jour au Conseil constitutionnel. Les présidents des deux institutions ont échangé sur plusieurs sujets de collaboration, notamment la mise en place d'une plateforme pour des avis consultatifs. Moussa Konaté. Le recueil des décisions et avis du Conseil constitutionnel remis au président de l'Assemblée nationale par le président du Conseil constitutionnel. Cet acte marque ainsi la redynamisation de la collaboration entre les deux institutions de la République. Adama Bictogo et Mamadou Koné s'engagent pour une meilleure coopération entre l'hémicycle et la structure juridictionnelle. Lorsqu'il s'agit des lois organiques, nous consultons le Conseil constitutionnel à l'effet donc de nous assurer donc de l'applicabilité donc de la loi. Et donc nous avons échangé pour nous accorder sur la nécessité de mettre en place une passerelle pour avoir souvent des avis consultatifs sur certaines de nos lois. Nous voulons donc avoir des institutions qui constituent un grand ensemble, socle donc de la force aussi de l'État, mais surtout d'avoir une complémentarité intelligente avec les différentes institutions. Et c'est le cas ici avec le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a pour rôle le contrôle du fonctionnement des pouvoirs publics. Il est le juge suprême des élections en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, les sénateurs étaient réunis en travaux. Un seul point à l'ordre du jour, le nouveau calendrier de travail. Il prend en compte le débat d'orientation budgétaire. Il part de ce 17 juin au 30 septembre 2022. Des précisions au cours de nos prochaines éditions. Les grandes pluies tombent depuis quelques jours et déjà des victimes sont à déplorer. 6 décès et 2 blessés, comme le craignaient les autorités ivoiriennes. Les zones identifiées à risque dans le district d'Abidjan sont les plus touchées. Le déguerpissement s'impose donc, suivant l'analyse sur la situation par Grace Kando dans le dossier Vide ici. Six personnes décédées et 2 autres blessées à Moussikro, une zone à risque de la commune d'Atekoubé. C'est le bilan de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juin. La liste des victimes continue de s'allonger en cette saison pluvieuse. Selon la Sodexam, la partie du littoral comprenant la ville d'Abidjan a enregistré pour cette nuit 153 mm de pluie. De quoi inquiéter. Avec les situations aujourd'hui, si vraiment l'État peut nous voir, pour nous aider aussi, pour qu'on peut trouver un piole à déménager aussi, nous on sera vraiment satisfaits. Il y a eu beaucoup de familles qui sont parties, vraiment, ça nous fait pleurer nous tous ici. Actuellement, nous sommes sur un choc très grand. On va prendre une décision sur le champ
Il faudrait que nous, les habitants d'ici, on puisse se concerter. Pour éviter de tels drames à l'avenir, les autorités communales s'investissent dans la sensibilisation avec à la clé le déguerpissement. Il y a 5 zones à risque qui sont à déguerpir dans celle-ci. Nous avons parcouru toutes ces zones-là pour leur dire de quitter les lieux parce que les pluies cette année seront encore abondantes. Nous avons envoyé même nos agents, la police municipale, sur ces lieux-là, soi-disant, ils ne peuvent pas bouger tant qu'on ne leur donne pas un site de recasement. Les zones sont connues, sont ciblées. Nous avons marqué les maisons, nous avons informé les gens. Nous sommes en train de ceinturer la zone en question. Pour les prochains jours, on commence le déguerpissement effectif à les machines. Donc les machines sont stationnées, nous avons tout le dispositif technique et matériel pour pouvoir démarrer. La sécurité est prête, les opérateurs sont prêts. Le déguerpissement, une nécessité pour sauver des vies humaines. Selon l'Office national de la protection civile, depuis le début de la grande saison des pluies jusqu'à ce jour, l'on enregistre 15 morts, dont 8 enfants. Pour les populations, les autorités doivent agir au plus vite. S'il le faut prendre des mesures drastiques. On voit quand on doit faire des travaux de bitumage, ou bien de pont, déguerpir les gens, casser des magasins, tout et tout. Là, pour la vie des gens, vraiment, il faut prendre des mesures. Il faut leur faire comprendre que c'est pour leur vie. Quand on sent qu'on est en danger, il faut vraiment fuir le danger. Les autorités doivent fermer les yeux parce que c'est la vie des personnes qui sont en jeu, même des enfants aussi, parce que les enfants sont beaucoup concernés. Et puis prendre des dispositions vraiment rigoureuses pour qu'ils puissent quitter les lieux. Des points de vue qui cadrent avec la vision de l'Office national de la protection civile qui entreprend des actions pour le déguerpissement. Nous sommes sur le terrain, nous identifions, nous procédons au déguerpissement, nous procédons au recensement des populations et en cas de besoin, nous les accompagnons. Mais c'est une politique d'ensemble. Détruire les habitats pour que les gens ne reviennent pas, c'est après cela que des mesures de compensation ou de réinstallation seront envisagées. 54 sites à déguerpir dans plusieurs communes du district d'Abidjan. L'opération a déjà démarré depuis le 7 juin et se poursuit. On a fini tous les sites d'Abobo. Non seulement les gens sont partis, mais on a démoli les bâtis. Nous sommes à Yopougon en ce moment. On a commencé côté du cimetière de Yopougon. On a terminé là-bas. À Mosikro, il y a eu un incident puisque nous envoyons d'abord des gens pour marquer les maisons que nous considérons vraiment être en danger. Quand les équipes sont parties dans ce quartier à Mosikro, les populations ont très mal réagi. On a commencé à eu des échauffourées entre les équipes, si bien que nous avons recommandé de faire revenir les équipes, le temps qu'on trouve des forces de l'ordre en nombre suffisant pour repartir. Et c'est entre les deux qu'il y a eu le triste événement. Nous allons avoir une réunion interministérielle pour voir comment nous pouvons accélérer les choses. Ces sites déguerpis ne feront plus l'objet de recolonisation. Des dispositions sont prises à ce niveau. On va protéger les sites. Nous allons les clôturer avec du barbelé, interdire les réinstallations. Et nos équipes, la brigade de salubrité va faire même des tours, s'assurer que personne ne s'installe là. L'opération de déguerpissement engrange beaucoup de moyens. 2,5 milliards ont été décaissés. Pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites, qui sont des sites à risque, parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des calvaires où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Il faut que ces populations nous aident à les aider. Ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Sur 640 mm de pluie attendus dans la zone d'Abidjan pour cette grande saison de pluie, l'on enregistre à la date du 16 juin 570 mm de pluie. Encore un mois pour sortir de cette saison pluvieuse aux conséquences souvent désastreuses. Face au danger, le déguerpissement s'impose aujourd'hui comme une nécessité vitale. Voilà, la saison des grandes pluies s'annonce, le déguerpissement des zones à risque s'impose et nous sommes tous concernés. L'actualité en politique, le mouvement Soutien RHDP prend ses quartiers dans la région de Moronou. Le mouvement a rassemblé pour cela les militants et sympathisants du parti au pouvoir Ambato pour sa présentation officielle. Kader Sogodogo.
Ce mouvement a pour objectif d'aller partout, sensibiliser nos populations sur les idéaux de paix et développement du RHDP, afin que tous, nous puissions accompagner le président dans le déroulé de son programme, la Côte d'Ivoire solidaire. Tout ce que je vais vous dire, de faire toujours confiance à nos boussoles, l'homme du développement, l'homme de tous les jours, et j'ai nommé son excellent Alassane Ouattara. C'était la même place qu'on était avec lui. Et il a dit, il a fait. Regardez les routes des bateaux, regardez les routes de Hara. Quand je marche dans la ville, je suis d'accord. Voilà, nous passons à présent au point Covid de ce vendredi. Ce jour, 45 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés sur 1012 prélèvements. 28 nouveaux cas de guérison sont annoncés. Il est également annoncé un décès déploré ce jour. Des chiffres qui portent à 82 659 le nombre de personnes touchées par ce virus dans notre pays. Et pour contrer le mal, 14 647 669 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire ivoirien. Dans l'actualité internationale, la Commission européenne recommande d'accorder à Kiev le statut de candidat de l'Union européenne, à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes, a précisé la présidente de l'exécutif européen. Et sur Twitter, la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il dit attendre un résultat positif lors du prochain sommet européen et s'est dit reconnaissant pour une décision historique, une première étape qui rapprochera son pays certainement de la victoire face à la guerre. Face à la Russie, l'exécutif européen a également recommandé la candidature de la Moldavie et d'offrir à la Géorgie également la perspective de rejoindre un jour le groupe des 27. Ces avis, tout comme le feu vert recommandé pour l'Ukraine, seront discutés lors du sommet européen des 23 et 24 juin et les dirigeants des 27 pays de l'Union devront se prononcer à l'unanimité. Et nous achevons ce journal sur ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La Direction générale des cultes tient à informer la communauté musulmane et l'opinion nationale que les préparatifs en vue de la participation des pèlerins ivoiriens à l'édition 2022 du Hajj se sont déroulés normalement grâce à la constante sollicitude du président de la République et à l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au nom du gouvernement. En conséquence, la Direction générale des cultes donne l'assurance que le premier vol charter journalier sur un total de 8 vols s'effectuera ce dimanche 19 juin 2022 à 1h15 du matin. Nous tenons par ailleurs à rassurer les pèlerins admis à faire le Hajj cette année conformément aux règles édictées pour le Royaume d'Arabie Saoudite que toutes les dispositions sont prises pour que les opérations en cours se déroulent dans les meilleures conditions possibles. C'est signé du directeur général des cultes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.